Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous entamons ce soir avec Monsieur Ahmed Laouj, bourgmestre de Koekelberg, chef du groupe parlementaire PS, une série d'interviews sur la situation socio-économico-politique en Belgique. Ahmed Laouj, merci d'abord de nous consacrer ces quelques minutes pour parler d'une situation sociale difficile entre les répercussions de l'épidémie sur nos concitoyens et cette tension de plus en plus palpable entre jeunes et les forces de police, une situation économique difficile, une cohésion politique qui commence à donner des signes de fissure. Commençons par le volet social. Là, la tension monte, donc les protestations se multiplient entre les forces de l'ordre qui utilisent de plus en plus la manière forte pour réprimer les manifestations et une jeunesse de plus en plus mal. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre invitation. C'est pour moi un plaisir de pouvoir m'exprimer à travers votre média et aussi de saluer la qualité de votre travail au service de l'information. Les questions que vous posez sont évidemment des questions très importantes. Nous vivons depuis près d'un an maintenant une crise de santé, une pandémie particulièrement violente, grave, qui a fait déjà plus de 20 000 victimes. Je parle ici des décès et d'innombrables personnes qui ont été contaminées, parfois avec des séquelles malheureusement, et ce qui a obligé les pouvoirs publics à prendre des mesures particulièrement difficiles pour la population. On le sait, des mesures de couvre-feu, des mesures de fermeture d'un certain nombre de magasins, de la suspension d'un certain nombre d'activités. Et nous sommes encore, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, dans un contexte de confinement, je dirais, régulé. Autrement dit, avec encore aujourd'hui l'interdiction d'un certain nombre d'activités et malheureusement la fermeture d'un certain nombre d'établissements. Donc autrement dit, les mesures que nous prenons créent par elles-mêmes des situations de tension dans la société, et en particulier auprès de toute une série de publics, et parmi ces publics, les jeunes. Donc la situation n'est vraiment pas facile, je crois que tout le monde en est conscient. On demande aussi d'un autre côté aux forces de l'ordre de faire respecter les prescriptions qui sont décidées. Autrement dit, les interdictions de circuler, par exemple, au-delà de 22 heures, les interdictions de rassemblement, les obligations de port de masque. Donc on demande à la police de faire respecter aussi toutes ces obligations. Police qui n'est pas habituée non plus à vivre des situations de pandémie qui sont aussi longues, je disais tout à l'heure, plus d'un an. Et on doit en effet déplorer ces dernières semaines, ces derniers mois, la multiplication d'un certain nombre d'incidents particulièrement graves où des violences se sont constatées. Alors il y a des violences qui sont le fait d'un certain nombre de groupes, je dirais minoritaires, ce qu'on appelle des casseurs, qui profitent parfois de certaines manifestations pour venir semer le désordre, mais il y a aussi dans le chef d'un certain nombre de représentants des forces de police, des comportements qui sont totalement inacceptables. Alors, il est vrai qu'il y a eu à la fois des décès, hein, on se rappelle évidemment le cas du jeune Ibrahima, on se souvient, il n'y a pas si longtemps, mais nous étions là encore en dehors du confinement avec le décès du jeune Adil, et puis encore ici, le décès d'une personne en cellule dans des conditions qui restent encore à éclairer. Tout ça suscite évidemment, à juste titre, le plus grand émoi, la plus grande indignation, ce qui veut dire évidemment qu'il faut faire toute la clarté, parce qu'il est intolérable d'accepter qu'il y ait ici ou là un usage qui soit inapproprié, abusif de la force publique. Donc nous demandons bien évidemment que les enquêtes aient lieu, et si on rajoute à ça alors des choses encore plus graves, comme dans le cadre... J'allais y venir, cette vidéo qui circule sur les deux femmes en tenue de police avec des propos tenus que vous avez d'ailleurs, qui ont suscité votre indignation. Vous avez d'ailleurs tout de suite réagi à ce sujet. C'est totalement inacceptable. Et là, évidemment, on est dans des faits avérés de racisme, de propos haineux,
dans le chef de deux personnes, deux agentes de police qui portent l'uniforme et qui sont en service. Alors si elles n'étaient pas en service, ce serait tout aussi condamnable, mais en plus en service, donc c'est une circonstance aggravante. Et là, évidemment, j'ai demandé à ce que le comité P, donc qui est la police des polices, l'inspection générale, si vous voulez, de la police, puisse enquêter pour clairement établir les responsabilités de ces personnes, mais aussi de voir quelle est la profondeur du problème, de voir à quel point ce genre de comportement, ce genre d'attitude, ce genre de déviance existe au sein de nos forces de police. Moi, je reste convaincu, pour travailler avec la police au quotidien, parce que je suis bourgmestre, vous l'avez rappelé, j'ai une division de police dans ma commune avec un commissariat de quartier, que les policiers font leur travail de manière correcte dans l'ensemble. Mais il y a manifestement, ça n'est pas la première fois qu'on doit le déplorer, quelques éléments qui, par leur attitude, montrent en tout cas qu'ils sont non seulement réceptifs, mais porteurs d'idées haineuses. Je rappelle aussi dans le dossier Chovanec qui a eu lieu cette fois-ci à l'aéroport de Charleroi, qu'à nouveau une agente de police a fait un salut nazi qui a été filmé et qui n'est pas contesté. Et là aussi, la justice est saisie et devra aller au bout de l'affaire pour à nouveau établir les responsabilités. Mais il est inacceptable d'avoir dans les forces de l'ordre des gens qui se revendiquent de propos haineux ou d'idéologie haineuse. Alors, les parents des jeunes maltraités dans les commissariats de police décident de porter plainte. Il y a aussi les parents du jeune Adil d'Anderlecht décédé au début du confinement. Alors, est-ce que le modèle du vivre ensemble belge a échoué? Votre collègue du PS à Liège, c'est Hassan Bousta, parle de la faillite de l'intégration qu'il faudrait affronter. Et vous parliez aussi de votre projet de réconciliation nationale et d'apaisement. Tout à fait, j'en appelle à la ministre de l'Intérieur, qui est donc la chef de la police au plan national, pour avoir un vrai plan d'apaisement national. C'est-à-dire qu'il faut réconcilier aujourd'hui la police et l'ensemble de nos concitoyens, parce que les difficultés qu'on observe ne sont pas simplement, je dirais, à constater entre la police et les jeunes de nos quartiers populaires, mais visiblement, il y a eu d'autres problèmes qui ont dû être déplorés avec d'autres catégories de la population, dans des contextes qui restent encore évidemment à éclaircir et sur lesquels il y a également des enquêtes, mais on doit réconcilier la population avec sa police. Parce que la police est un service public. La police est là pour nous protéger, pour assurer la sécurité, pour lutter contre la délinquance, contre la criminalité, contre les trafics. Donc la police doit être un facteur de sécurité. La police ne peut pas être à l'origine de problèmes et de tensions au sein de la société. Et il faudra certainement rappeler à certaines personnes qui portent l'uniforme quelle est la nature de leurs obligations, quelle est la nature de leur travail. D'un autre côté, évidemment qu'on doit aussi s'indigner lorsqu'un policier fait l'objet lui-même d'une agression et lorsqu'il y a des attitudes qui sont dirigées contre les représentants de la police, contre les forces de l'ordre et qui sont inacceptables également. Donc c'est à ce double, je dirais avec ce double résultat qu'on parviendra à rendre confiance, rétablir la confiance entre la police et les administrés, entre les forces de l'ordre et la population. Et pour ça, il faut, me semble-t-il, vraiment avoir un plan national, décliné évidemment zone par zone, commune par commune, mais un plan national de réconciliation et d'apaisement. Je crois qu'il est tout à fait possible d'y parvenir. Vos partenaires politiques sont pour ce plan national ? Alors, je vois bien que certains, évidemment, sont plutôt de parti pris, d'un camp ou de l'autre. Moi, je crois qu'il ne faut pas être d'un camp ou de l'autre. Je crois qu'il faut être du côté de la justice. Il faut être du côté des droits et libertés fondamentales. Il faut être du côté de l'intégrité, de la défense de l'intégrité physique. Il faut être du côté, au fond, de la citoyenneté. Il faut être du côté de celles et ceux qui veulent promouvoir l'intérêt général. Donc, il ne s'agit pas de prendre parti pour un groupe contre un autre. Il s'agit, en toutes circonstances, de défendre les principes de droit et en particulier le respect des droits et libertés fondamentales, comme le droit de ne pas être violenté, le droit de ne pas subir de violence, qu'on soit un jeune d'un quartier populaire ou qu'on soit un policier qui fait son travail. Et c'est avec cela, me semble-t-il, avec cette approche-là, qu'on parviendra à l'apaisement. Donc c'est une question de volonté et, je dirais, de civilité partagée. Alors, passons au volet économique. Ne pensez-vous pas que le Covid a rendu encore plus vulnérables les couches les plus pauvres, les ouvriers, les indépendants,
le moratoire sur les faillites prend fin le 31 janvier. Que pensez-vous de cette situation économique? Oui, c'est clair. C'est-à-dire que la crise est à la fois révélatrice, la crise sanitaire, révélatrice des inégalités sociales. Nous ne sommes pas tous égaux face à la crise sanitaire. Les personnes les plus vulnérables socialement, les plus vulnérables au niveau de leur santé, les plus vulnérables au niveau de la psychologie, sont évidemment plus exposées et subissent plus gravement les conséquences de la crise, qu'elles soient sanitaires ou qu'elles soient sociales. Je parle des conséquences. Et donc, de fait, oui, la priorité, c'est d'être aux côtés des personnes qui sont le plus en souffrance, que ce soit sur le plan économique. Je pense notamment à tous les commerçants, tous les indépendants qui sont en difficulté, aux travailleurs qui se retrouvent en chômage temporaire, les risques psychosociaux, autrement dit les problèmes de solitude, les problèmes de tension intrafamiliale, et en particulier dans les quartiers à forte densité de population, quand vous avez des interdictions de sortie, des activités parascolaires qui sont supprimées, eh bien c'est vrai que vous avez des tensions qui peuvent augmenter, notamment dans les logements qui sont parfois étriqués sur le plan de leur superficie. Et puis aussi, bien sûr, des difficultés qui sont liées au fait qu'un certain nombre de personnes présentent déjà des prédispositions de fragilité au niveau de leur santé et qui, lorsqu'elles sont touchées par le Covid, souffrent davantage encore. Donc tout cela doit être considéré, tout cela appelle des réponses de la part des pouvoirs publics et on doit évidemment, parce que ça n'est pas facile, dresser des priorités. C'est là où évidemment le politique a un rôle à jouer, mais il y a des détresses qui sont vraiment très importantes et qu'on doit traiter le plus rapidement possible et immédiatement. Et puis il y a une approche, je dirais, plus stratégique pour pouvoir déjà essayer de se projeter dans la sortie de crise. Comment on va relancer l'économie ? Comment on va faire en sorte que les personnes qui aujourd'hui sont dans un état de précarisation puissent se réinsérer socialement. Et c'est là où des décisions doivent être prises. Elles se prennent, mais on doit certainement redoubler d'efforts pour qu'ensemble on puisse sortir de la crise économique et sociale. Nous avons des atouts, nous avons des atouts. On a un système de sécurité sociale et de protection sociale qui se trouve renforcé pour le moment. Donc on augmente les allocations sociales minimum, pour ne prendre qu'un exemple. On remet des moyens complémentaires dans les centres publics d'aide sociale, donc dans les CPS. On a démultiplié les primes en soutien au secteur économique, aux commerçants les plus touchés. On essaye également de donner les moyens nécessaires pour assurer une remédiation scolaire, pour faire en sorte que nos enfants qui ont été privés d'école pendant pas mal de semaines puissent éviter des retards. Donc bref, je dirais, à tous les niveaux, on essaye d'être aux côtés de la population. Alors, le moratoire sur les faillites qui prend fin ce 31 janvier. Alors, le moratoire sur les faillites, c'est clairement quelque chose qui doit faire l'objet d'une discussion politique quant à sa prolongation. Mais ce qu'on doit surtout éviter, c'est que des entreprises ne tombent en faillite. Donc on doit essayer d'être aux côtés le plus possible des entreprises pour leur permettre de passer le cap et éviter en effet qu'elles déposent le bilan. Donc c'est clairement des discussions qu'on a au niveau du gouvernement et au niveau du Parlement pour accompagner les entreprises qui aujourd'hui sont le plus touchées par la crise économique et sociale. Alors, on parle aussi de réforme fiscale. Quelle est la position de votre parti à ce sujet? Alors là-dessus, le Parti socialiste a toujours été clair, c'est que, et en particulier quand on traverse une crise sociale, c'est que nous devons, vu la rareté des moyens financiers, nous devons privilégier, si je puis dire, ou donner priorité aux bas et moyens revenus. Je ne vois pas à quoi servirait aujourd'hui une réforme des impôts qui aboutirait à donner un chèque aux gens les plus riches. Ça n'a aucun sens. Or, c'est précisément l'idée défendue par le MR d'un bouclier fiscal. En réalité, quand on regarde les chiffres, ce serait surtout un bouclier pour les plus riches. Je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de faire un chèque à des gens qui gagnent plus de 100 000 euros. Ça n'a pas de sens. Donc, si on a des moyens financiers, aidons les bas et moyens revenus, les gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, les gens qui sont en train aujourd'hui de choisir entre remplir leur frigo ou aller chez le médecin. Ce sont ces personnes-là, les travailleurs qui soit pour le moment sont en chômage temporaire, soit sont menacés de perdre leur emploi, c'est ces personnes-là qu'on doit soutenir. Donc la priorité pour le Parti socialiste est vraiment claire, c'est être du côté des bas
et des moyens revenus. Alors, passons au volet politique maintenant. Les sorties de quelques groupes et partis se multiplient à quelques semaines après la formation du nouveau gouvernement, et quelques divergences réapparaissent, surtout sur les questions qui fâchent, comme la question du port du voile, par exemple, dans l'enseignement supérieur. Ma position est tout à fait claire. Wallonie-Bruxelles Enseignement, qui est une institution qui est un pouvoir organisateur, a décidé d'autoriser les signes convictionnels de l'enseignement supérieur, et c'est ce à quoi il faut s'en tenir. Donc, je pense que c'est une décision qui rappelle simplement qu'on est là avec des personnes qui sont adultes, qui donc font le choix de porter ces signes convictionnels, et que dès lors, cette position doit être une position qui doit prévaloir partout dans l'enseignement organisé par la communauté française, qu'on appelle Wallonie-Bruxelles Enseignement aujourd'hui. Alors, une catégorie qui souffre aussi, c'est les sans-papiers. Est-ce qu'il y a un geste à faire envers ces personnes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare, d'après vous? Alors, vis-à-vis des sans-papiers, de fait, là, vous avez une tension gauche-droite. Donc, nous, on a toujours été favorable à une régularisation dossier par dossier, sur base de critères clarifiés. On voit bien que du côté de la droite, évidemment, c'est un dossier sur lequel il y a une espèce de niette absolue. Donc, moi, je continue à défendre l'idée qu'il faut pouvoir régulariser dossier par dossier, avec des critères comme la présence sur le territoire, la durée de la présence sur le territoire, avec la situation socio-économique, avec la situation aussi familiale, sanitaire d'ailleurs également. Donc je suis tout à fait favorable à cela, et c'est un combat qu'on doit poursuivre évidemment. Alors, peut-être la dernière question, le sujet de ce début de l'année, c'est le volet du culte, le bras de fer entre le ministre de la Justice et l'exécutif des musulmans de Belgique. Le problème prend des proportions graves. On parle maintenant d'espionnage au profit du Maroc, de mauvaise gestion de l'exécutif. C'est le même dialogue depuis pratiquement 30 ans. Alors, je n'en ai jamais fait mystère. Donc, moi, j'ai trouvé la sortie du ministre de la Justice particulièrement incongrue. Qu'un ministre de la Justice mette sur la place publique un rapport de la sûreté de l'État, déjà en soi, c'est très inhabituel, pour ne pas dire complètement inapproprié. Deuxième élément, ce sont des accusations tirées d'un rapport que le ministre a, mais que nous n'avons pas. Donc il est difficile de se faire une opinion sur le contenu et la véracité de ce rapport. 3, ce sont des accusations particulièrement graves, puisqu'on accuse un autre État de faire de l'espionnage. C'est pas rien comme accusation. Donc, je le répète, c'est particulièrement grave. Et 4, est-ce que c'est le rôle d'un ministre de la Justice que de créer de cette façon des tensions, alors qu'il lui appartient au contraire d'essayer de régler les difficultés éventuelles? Donc, à la base et sur la forme, j'ai vraiment, par rapport à ce dossier, beaucoup de critiques. Ensuite, de quoi que le ministre qui est effectivement en charge des cultes s'intéresse à l'exécutif des musulmans, qui est une institution, ça rentre dans ses attributions. Mais il doit le faire dans le cadre d'un dialogue, et puis surtout dans le respect des gens. Et je n'ai pas apprécié la manière dont il considère dans sa globalité la communauté des personnes de confession musulmane. Donc je pense vraiment que sur la forme, nous lui avons fait passer le message, clairement, au Parlement, qu'il y a certainement une copie à revoir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une équité dans les rapports du gouvernement avec les religions reconnues en Belgique? On le sait depuis toujours. Il y a évidemment, pour des raisons, je dirais, qui sont à la fois organisationnelles et historiques, davantage de difficultés avec un des cultes plutôt qu'avec les autres, qui ont une histoire plus ancienne en Belgique. Mais bon, en même temps, puis il appartient, je dirais, aux responsables qui ont en charge tout ou partie de la gestion des cultes, d'essayer d'avancer du mieux qu'on peut. C'est la raison pour laquelle moi je salue le travail de Rudy Vervoort, qui est ministre-président de la région bruxelloise, qui, avec son administration, avance sur le terrain de la reconnaissance, par exemple, des mosquées, dans le cadre des ordonnances qui ont été votées, adoptées à cet effet, mais toujours en étant tributaire du niveau fédéral pour un avis précisément du ministre de la Justice, mais qui, malgré tout, je dirais, s'attelle à faire avancer les dossiers. Donc on doit, chacune et chacun, prendre notre part, pour ce qui nous concerne,
dans la gestion des cultes, mais de gérer dans le respect des prérogatives des uns et des autres. Il n'appartient pas au pouvoir public de s'immiscer dans le fonctionnement même des communautés religieuses, mais par contre, il y a un cadre légal qui ouvre des droits, qui prévoit un certain nombre aussi d'obligations, et c'est ça qu'il faut évidemment pouvoir mettre en œuvre. Ahmed Laouj, merci. Merci pour ces moments que vous nous avez accordés et pour tous ces éléments dont vous nous avez parlé aujourd'hui. Vous êtes connu pour votre franchise et votre sincérité, ce que nous avons constaté au cours de cette longue interview. Merci et à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous. À très bientôt.